Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Donc nous allons discuter un petit peu du nawak, dont nous avions déjà parlé. Alors, la question c'est, comment peut-on faire de la mauvaise science? Quelles sont les erreurs, les écueils qui sont à éviter? Ici, nous parlerons essentiellement de physique théorique, ou de physique ou astrophysique. Alors d'abord, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il peut arriver qu'on trouve ce genre de choses dans des publications sérieuses? Mais oui, ça peut toujours arriver, surtout s'il n'y a pas de comité de lecture, ou un comité de lecture beaucoup trop laxiste, dans des publications non reconnues par la communauté, ou dans des archives ouvertes, où il suffit d'avoir un parrainage pour pouvoir publier. Donc on trouve parfois des théories qui n'ont de théorie que le nom. Mais il existe aussi beaucoup de théories et de modèles qui sont totalement spéculatifs. Elles peuvent concerner l'origine de l'univers, les univers multiples, les univers qui seraient contenus dans des trous noirs, ou bien d'autres choses, parfois même qui n'ont pas de rapport avec l'astrophysique. Et ces travaux, en général, sont sérieux, mathématiquement solides, mais très peu étayés par l'expérience, ou en tout cas inspirés par l'expérience, et non validés par l'expérience. Et souvent, les hypothèses qui les soutiennent sont, on va dire, un peu audacieuses, pas toujours très plausibles, au moins à l'état actuel des connaissances. Donc il faut être prudent parce que le glissement vers des théories non réfutables est très facile. Et on peut arriver à des choses plutôt, on va peut-être pas les qualifier de farfelues, mais qui n'en sont pas très loin. Alors pour être complet, il faut aussi citer les interprétations. Alors, essentiellement les interprétations de la mécanique quantique. Alors, les interprétations sont une explication à caractère ontologique, philosophique, de la théorie, et qui ne remet pas en cause ni la théorie, ses fondements mathématiques et physiques, ni ses résultats expérimentaux. Donc par essence, prenons un exemple que vous connaissez peut-être, c'est la théorie des mondes multiples d'Everett, ou la théorie de Copenhague, l'interprétation de Copenhague. C'est les deux plus connus et vous en avez peut-être entendu parler. Alors par essence, ces interprétations sont non réfutables, puisqu'elles sont construites justement pour ne pas remettre en cause les résultats expérimentaux. Donc on ne peut pas mettre en place une expérience qui dirait elle est fausse. Donc elle se situe en marge de la science et de la philosophie, un peu à l'intersection entre les deux. Et il existe ainsi des dizaines et des dizaines d'interprétations de la mécanique quantique, avec parfois plusieurs variantes. Cette situation fait qu'on risque parfois de confondre un peu ces interprétations avec la théorie, mais il faut faire surtout attention de ne pas les confondre avec la théorie. C'est d'autant plus difficile qu'on ne peut pas se passer au moins d'un strict minimum d'interprétation. Alors maintenant, arrivons-en au cœur du sujet, les théories plus ou moins fantaisistes que l'on trouve parfois un peu partout. Elles sont à l'origine imaginées par des profanes, par des curieux qui débordent d'imagination. L'imagination, c'est très bien, hein, et qui regardent la vulgarisation et qui s'en inspirent, des amateurs éclairés ou parfois même des scientifiques ayant des connaissances universitaires, même parfois des publications correctes à leur nom, et qui parfois dérapent. On trouve ces fantaisies, ces nawaks, un peu partout, dans des blogs, dans des forums, ou dans des articles par essence en comité de lecture, où j'en ai déjà parlé, même parfois dans des livres à compte d'auteur.
Alors, les exemples que je vais donner, pour les illustrer, je vais donner toute une série d'exemples qui permettront de voir quelles sont les erreurs qu'il ne faut surtout pas commettre. Ce sont des exemples fictifs, mais je me suis inspiré de cas que j'ai rencontrés. Des amateurs qui proposaient des théories qui présentaient ce type de travers. Ces exemples violent divers points de la méthode scientifique, et donc c'est aussi un bon moyen de voir à quoi il faut faire attention. Notons que c'est des exemples sur des points précis, mais qu'il existe souvent des cas qui mélangent un peu tout ça. On a aussi parfois des théories, de gros guillemets, qui ne sont que de purs délires psychédéliques. On trouve de tout. Hein. Même des trucs complètement farfelus, des trucs complètement... On se demande parfois ce que certains ont fumé. Alors, premier exemple, quelqu'un qui s'amène et dit « Je vous présente ma théorie de l'univers. C'est une description révolutionnaire. Elle ne contient pas de mathématiques, mais elle explique tout. » Dans ces cas-là, cette description est purement littéraire, un peu dans le style de la vulgarisation. Et c'est un travail qu'on a vu. On ne doit pas confondre la vulgarisation avec la science. La vulgarisation est une présentation d'une science déjà existante. Faire de la vulgarisation, ce n'est pas faire de la science. Comme c'est purement littéraire, ce n'est pas basé sur des données quantitatives, ce n'est basé sur aucune expérience, souvent aucune expérience concrète n'est proposée pour valider cette théorie. Parfois l'auteur, qui ne connaît pas les maths, dit « Oh mais je laisse à d'autres le soin de développer les mathématiques qui permettraient d'en tirer des résultats. » Un peu comme, je dirais, je donne le travail au grouillot, faites tout le boulot, je mettrai mon nom en dessous. En réalité, la partie littéraire, c'est la partie la plus petite et souvent la plus facile. C'est du qualitatif, c'est du descriptif. Et ça vient à la fin, parce qu'on doit faire le descriptif, la description de ce qui a été construit. Si on est au début, souvent on ne peut même pas donner de sens à ce qui est expliqué. Et c'est très fréquent. Parfois, ce que présente l'auteur comme étant révolutionnaire n'est même pas révolutionnaire. Il ne fait que reprendre une idée, plus ou moins ancienne, qui peut avoir donné des résultats ou qui s'est avérée totalement réfutée, mais qu'il ne connaît pas, oui, l'auteur, parce que sa connaissance en science est assez maigre. Et puis, là, c'est parfois excusable, parce que, comme je l'avais déjà dit, l'histoire a tendance à oublier les erreurs. Et ça, c'est malheureux, parce que parfois, on réinvente la roue. Une autre situation, c'est quelqu'un qui dit, c'est presque la situation opposée à la précédente, c'est celui qui dit « Ah, voici un ensemble d'équations qui expliquent tout. » Ou qui explique ceci ou cela. Sous-entendu, il n'y a rien d'autre que ces équations. Juste un tripotage mathématique. Avec des équations, on se demande d'où elles viennent. Elles sont tirées d'un chapeau de magicien, ou peut-être d'une intuition divine. Il n'y a pas de lien entre la physique, l'expérience, et ces équations. Et les variables, les grandeurs manipulées par ces équations, quelle est leur signification? Comment les mesure-t-on? Avec quels instruments et quels protocoles? D'où viennent les relations entre ces différentes variables conduisant à ces équations? Tout ça reste mystérieux et brumeux. Rappelons que les mathématiques, ce n'est pas de la physique. Les mathématiques doivent être articulées avec les résultats expérimentaux et des expériences
réelles, certainement pas des expériences de pensée. Les équations ne doivent pas être parachutées du ciel. C'est l'expérience qui doit conduire à ces équations. Parfois même, dans certains qui présentent ce genre de choses, même les développements mathématiques sont fantaisistes et sans grand sens. Dans ces cas-là, il n'y a vraiment rien à en retirer. Parfois, il m'est arrivé de voir des gens qui disent « Oh, mais j'ai une théorie qui décrit l'éther, le fameux éther qui avait été postulé au 19e siècle et puis réfuté par les expériences. J'ai une théorie qui décrit l'éther basée sur les polissons ou les curiosons. » Les termes, je viens de les inventer. D'autres termes ont souvent été utilisés, qui font plus sérieux. Mais les polissons, les curiosons, ça m'amusait. Alors, en réalité, quand on voit la description de cette personne, il ne définit rien. L'éther, les polissons, les curiosons, quel que soit le nom qu'il lui donne, on ne sait pas ce que c'est. C'est juste des mots. Il n'y a pas aucune description qui dit comment les mesurer. Où est-ce que je peux acheter un détecteur de curiosons? Où est-ce qu'on en trouve on trouve des bouteilles de curiosons chez le droguiste? Rien ne permet d'appréhender concrètement ce que sont ces simples mots. Il est très fréquent de voir des idées plutôt vagues, basées sur des mots qui sont mal définis, comme les polissons, les curiosons, ou des mots utilisés en science, comme éther qui est plutôt galvaudé, mais d'autres mots, comme les champs et d'autres, mais où l'auteur les utilise avec un sens différent, mal expliqué, ou pas expliqué du tout, ou qu'il croit être employé dans le sens habituel, ce qui n'est pas du tout le cas. Il faut dire que utiliser des noms ronflants, des mots scientifiques, ça donne un vernis scientifique à l'idée qu'on présente. Mais souvent, ce n'est que ça, ce n'est qu'un vernis posé sur du vent. Vous savez, si vous avez un meuble qui est complètement pourri, mangé par les termites, ce n'est pas en lui mettant du vernis que vous en ferez une commode Louis XVI que vous vendrez à prix d'or. Les termes que l'on utilise doivent être utilisés dans le sens qu'ils ont en science. Et ce n'est pas en écoutant de la vulgarisation que vous connaîtrez ce sens, parce que souvent ce n'est pas toujours clair. On en a parlé un peu avec la vulgarisation. On évite le jargon, ou on emploie d'autres mots qui sont plus accessibles au grand public. Donc, ou alors parfois les mots sont utilisés sans être expliqués. Donc, ce n'est vraiment qu'en étudiant la science, la vraie science, que l'on apprend réellement le sens des mots. Et le sens doit être respecté, sinon ce n'est que la source de confusion. Et si évidemment on emploie des mots inventés, comme les curiosons, on a intérêt à les définir par une procédure opérationnelle. Comment les mesurer en pratique? Ou comment les définir, par exemple mathématiquement, à partir d'autres grandeurs déjà connues. Voilà, nous continuerons dans la prochaine vidéo à voir une série d'exemples de mauvaises sciences de ce type. Je vous remercie.